Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans TT Profil. Aujourd'hui, deuxième épisode sur les, ou tout du moins deuxième partie, je veux dire, sur les defensive end et les plus communément les edge. Je suis aujourd'hui avec Valentin. Salut Val. Bien le bonsoir, bien le bonjour. Ah, bien le bonjour, bien le bonsoir, belle bonne nuit. Écoutez, nous on va être honnête avec vous, là, on commence l'enregistrement à 23h42, bientôt minuit. Ça scoute dans tous les sens. Valentin Balayette qui nous gratifie de scouting report extraordinaire Exceptionnel. sur cette classe de Edge, mais le mec ne dort plus. C'est extraordinaire ce qu'il produit. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler des tiers 4, 5 et 6. On a quand même quelques joueurs, hein, Val, on en a une bonne dizaine. Ouais, on doit tourner autour de 10-12 par là, peut-être un petit peu moins. On va commencer maintenant. Ce tier 4 avec un joueur qui est tombé un petit peu au fil des mois, qui est tombé de plus en plus alors qu'il était annoncé au début de saison comme étant une des potentielles plus grosses menaces du pays sur le pass rush, puisqu'on va parler, Val, de Kingsley Enagbare, de l'université de South Carolina. Oui. Oui. Kingsley Enagbare, c'est joli athlète, il est à 6'4", 265 pounds, il fait une saison à 44 plaquages, il est à 29 solos, 4,5 sacs, un forcé de fumble, un fumble recovery et 2 passes défendues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Kingsley, il a un petit peu déçu cette saison. Il n'a pas été au niveau où on l'attendait forcément. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, le fait que South Carolina était en pleine reconstruction cette année et a changé de corps d'ODF, a changé de corps off, ça a changé de head coach. C'était un joyeux bordel à South Carolina et du coup, Kingsley Enagbare a été replacé en outside linebacker. Alors, en soi, c'était peut-être un point faible pour cette année de collège, peut-être un point fort pour son arrivée en NFL, parce que du coup, il aura déjà quelques petites bases en tant que outside linebacker et en prise de zone et tout ça, mais c'est vraiment pas son fort, en tout cas, ça, on peut le dire dès le début. Dans ses points forts, comme je vous ai dit, déjà, on est sur un bon athlète. Un truc qu'on a noté, c'est qu'il a une bonne play recognition, il a une bonne capacité, en fait, il reconnaît bien les jeux de l'offense adverse. Par contre, le problème qu'il a, c'est qu'il doit l'améliorer, ou en tout cas, il doit améliorer sa vitesse de lecture parce qu'il passe un petit peu trop de temps à lire ce qui se passe. Et le problème que je lui trouve, c'est qu'en fait, au moment où il lit, il est très souvent sur place, il fait du surplace, il se déplace pas, donc il perd, enfin, on a vraiment l'impression qu'il perd du yard parce qu'il perd trop de temps. Il a montré de très bons flashs de potentiel au niveau du pass rush. Il a des mains violentes sur le cassage de bras pré-contact, c'est-à-dire qu'au moment où le O-line s'approche sur lui pour placer ses mains, il a vraiment des mains violentes et très rapides, ce qui lui permet en fait juste de désaxer les mains du O-line et de descendre sur le quarterback. Avec Kingsley Enagbare, on est sur un profil qui pourrait être drafté plus haut que prévu, c'est-à-dire que nous là on l'a mis dans le tier 4, mais de par son athlétisme et de par les flashs qu'il a montré juste sur le pass rush, je pense que Val vous le dira comme moi, on serait pas étonné s'il part plus tôt, hein. Fin du tour 2, début du tour 3, c'est Après, probable. faut pas oublier que c'est une classe d'edge très, très dense, très profonde. Et vu tout ce qu'on a eu sur le premier épisode, franchement, je vois pas trop devant qui pourrait passer, tu vois. Bon, après, on sait que la draft, c'est un peu les goûts, les couleurs. Mais honnêtement, je le vois mal quand même tomber tour 2, tu vois. Non, moi Tout non plus, tier 3, genre mi-fin, ok, d'accord, mais le problème c'est que là, pareil, vous savez qu'on est honnête avec vous, l'épisode on l'enregistre, on commence à se rapprocher très rapidement de la draft. La draft est dans genre 10 jours, un truc comme ça. Et on voit qu'il peut très bien y avoir en fait un rush sur les pass rushers sur le tour 1, ça peut aller très vite et d'un coup il y a beaucoup de pass rushers qui peuvent partir. On a David Ojabo qui s'est blessé. Donc moi je trouverais ça, tu vois, pas déconnant, en fin de tour 2, début de tour 3, qu'un mec comme Enagbare puisse être pris, ça me paraîtrait pas déconnant, rien que pour son potentiel et ses flashs. Maintenant, Kingsley Enagbare, c'est un joueur qui a aussi quelques points faibles qu'on a pu voir cette saison. Déjà, c'est pas le meilleur sur le run stop. Il a tendance à beaucoup encaisser. Kevin qui l'a scouté un petit peu avait carrément écrit victimisé. C'est moi qui ai un petit peu arrondi les angles parce qu'on n'en est pas non plus à se faire victimiser, mais
Mais c'est vrai que parfois il a un petit peu de mal et surtout moi ce que j'aime pas, c'est qu'il a tendance à reculer en fait contre le jeu à la course. Il a tendance à se donner un petit yard pour lire un petit peu mieux. Sauf que, bah, le problème c'est que le yard ce que tu donnes, il se transforme très rapidement en 2 voire 3 parce que le O-line est lancé. Donc ce sera un truc à vraiment travailler. Ensuite, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il doit améliorer sa lecture parce qu'il passe trop de temps à lire, il passe beaucoup trop de temps. C'est vraiment des trucs qui m'a marqué. Autre chose que j'ai noté, c'est qu'il ne tend pas ses bras. J'ai un vrai problème avec ça. Il a tendance à vraiment aller s'encastrer sur le O-line et une fois qu'il se retrouve, bah, collé, le O-line forcément, hein, le garde collé contre lui et il n'arrive pas forcément à se défaire du bloc. Alors qu'il pourrait améliorer ça juste en tendant ses bras et en se donnant justement un petit espace pour passer une technique ou quoi. On a noté, bah, voilà, qu'il était trop spectateur. Forcément, ça revient avec ce que je vous dis au niveau de sa lecture. Faut faire aussi attention à une petite indiscipline de sa part au niveau des départs au snap. On a noté que, voilà, parfois il partait avant le snap et donc forcément tu te prends un flag, tu fais reculer ta défense. Donc voilà, Kingsley Enagbare, c'est vraiment il y a beaucoup de potentiel. C'est un joueur que moi j'étais vraiment très haut, avant le début de cette saison et qui a pas forcément confirmé. Le potentiel est là, maintenant il va falloir qu'il tombe dans une équipe qui sait un petit peu le polir. Mais voilà, il a montré cette année qu'il pouvait jouer outside linebacker, il a montré avant qu'il pouvait jouer defensive end. Moi personnellement, c'est un des prospects que j'aime beaucoup. Val, on va avancer tout de suite, on va avancer. Tu vas nous parler de Josh Pascal de Kentucky, toujours dans ce tier 4. Josh Pascal qui a 6'3", 278 pounds. Il a fait une jolie saison puisqu'il est à 52 plaquages, 24 en solo, 5 sacs et un forced fumble. Et je te laisse y aller pour nous parler de Josh Pascal. Ouais, bah comme d'habitude, hein, Kentucky qui nous sort de bons hommes de ligne, que ce soit en attaque ou en défense. Josh, c'est plutôt un bon athlète avec une bonne vitesse. Il a une accélération assez décente. Il est puissant sur le haut du corps. Il a un bon moteur. Pardon. Il a aussi une bonne mobilité latérale. Ce que j'ai pu assez apprécier, c'était notamment sur les RPO ou les options. Je voyais que ça bougeait vraiment pas mal et qu'il avait aucune. Enfin, il chassait très bien le QB, pardon, je trouvais plus mes mots, et il chassait très bien le running back, ce genre de choses. Donc, il se déplace vraiment très bien sur la latéralité. Il a un premier pas explosif, même s'il peut être en retard au snap. Donc, on va dire que ça rattrape un petit peu le truc. Une chose que j'apprécie fortement chez lui et qui est assez rare sur les hommes de ligne quand on arrive dans ces tours 4, 5, 6, 7, c'est qu'il gagne facilement les batailles de leverage, donc les batailles. Rappelle-moi comment on dit en français, Ryan? L'effet de levier. L'effet de levier, voilà, l'effet de levier. Faut que j'arrive à me le mettre dans la tête. Grâce à un bon développement de sa puissance au point d'attaque et grâce à des mains assez puissantes, c'est sûrement ce qui ressort le plus chez lui quand vous le regardez jouer. Je trouve que c'est un excellent run stopper, très bon plaqueur, de très bons swing moves, un bon bull rush, très intéressant. Donc un mec assez complet. Maintenant, je trouve qu'il manque quand même de vitesse, d'accélération et de flexibilité sur le tronc pour être un pass rusher dangereux. Et il manque quand même d'une grosse panoplie de moves en pass rush. Donc de ce qu'on peut voir de lui, enfin, ce que je pense qu'il pourrait apporter en NFL, ce serait plutôt être defensive end en 34. Plutôt quelqu'un pour aider vraiment sur le run stop. Et comme je vous ai dit, vraiment cette capacité à bien bouger malgré un manque de vitesse, un manque d'athlétisme, mais la vision, l'anticipation, c'est vraiment une force chez lui. Du coup, je trouve que c'est possiblement ce genre de joueur que vous allez avoir titulaire si vous avez admettons, voilà, on prend la D-line de Green Bay. Actuellement, vous avez Kenny Clark, Dean Laurie et l'autre, enfin c'était Lancaster, voilà quoi. Mais on va dire que par exemple, un Dean Laurie, si vous le connaissez, bah, il lui saute sa place. Donc c'est un titulaire, mais en attendant d'avoir possiblement mieux, sauf s'il progresse, bien sûr. Et je pense que Josh Pascal, c'est possiblement le genre de mec qui peut avoir une progression assez linéaire, pas exceptionnelle, mais assez linéaire et devenir vraiment un titulaire tout à fait correct dans une défense de NFL.
Ok, très bien. Petite question juste comme ça, Val, vu que souvent quand on parle des DN dans 30, est-ce que tu penses que Josh Pascual il pourrait passer dans un système 40 en Tech 3 ou vraiment on le keep en DN 34? Non, enfin, moi, si je me suis mis en tant que vraiment 34, c'est que oui, en 34, pardon, c'est que vraiment je le vois pas en 43, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est que ça m'a pas sauté aux yeux. Après, possiblement, c'est faisable, tu vois. Je suis pas un expert là, sur la défense et sur la D-line. Mais si je l'ai pas marqué, c'est que vraiment. Ok, ok. Ça s'entend. Très bien, on va passer à D'Angelo Malone de Western Kentucky, Val. Donc D'Angelo, il est à 6'4", 234 pounds. Il fait une très belle saison parce qu'il est à 94 plaquages, il est à 44 plaquages solo. À noter aussi qu'il est à 17,5 plaquages pour perte, 4 forced fumble, il est à 9 sacs, 4 passes défendues. Voilà, c'est une feuille de stats qui est salie, quoi, déjà dès le début. Ouais, une autre cible que j'ai dans le viseur pour Green Bay. Alors en fait, c'était simple. À Western Kentucky, tu avais un mec qui était bon sur la défense, c'était lui. C'est tout. C'est-à-dire que le mec était solo. Donc c'était assez compliqué pour lui parce qu'il s'est fait pas mal quand même double team. Mais dans tous les cas, il jouait edge, plutôt edge pour Western Kentucky. Mais moi, je le vois plutôt un avenir en outside linebacker en 34 en NFL. Donc je vais m'expliquer pourquoi. Alors déjà, c'est un très très bon athlète, rapide, explosif, agile, un gros moteur, une bonne puissance du haut du corps, très bon footwork. Il a aussi des longs bras, ce qui l'aide à être un très bon plaqueur, mais il a l'air d'être meilleur run stopper quand il peut utiliser son athlétisme pour poursuivre le running back plutôt que d'être dans la boîte du côté de la course. Donc on va dire que, pour essayer de vous imaginer ça, il est limite plus fort pour aller chercher le running back à l'opposé du jeu. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Admettons, il est sur le côté droit, le running back il part sur le côté gauche, il est plus fort pour aller chercher côté gauche que pour le plaquer côté droit. C'est très bizarre, mais il a besoin d'être lancé, il a besoin, je sais pas, d'un effort pour vraiment s'exprimer. Je dis pas qu'il est nul hein, sur son côté, loin de là, hein, mais il est meilleur en poursuite, il est meilleur pour aller chercher les mecs, et c'est pour ça que c'est une des raisons aussi pour laquelle je le vois bien en outside linebacker. Il a un très bon premier pas. Off the edge, il est assez monstrueux quand même. Il cherche toujours à arracher le ballon ou à créer un turnover en général. Il a montré de belles choses en couverture de passe qui renforce un peu mon opinion de le passer en outside linebacker. Euh, tout ce qui est flat et tout, il se démerde pas trop mal. Alors je dis pas qu'il va suivre quelqu'un en man, hein, loin de là. Mais voilà, sur de la petite zone coverage, enfin, descendre un petit peu, il peut tout à fait le faire. Et je pense qu'il peut avoir aussi un très bon apport en special team dans un premier temps, parce que bon, ça restera quand même un joueur à développer. Donc de l'incorporer en special team et de lui donner un petit peu de rep de temps en temps, voilà, en outside linebacker, ça pourrait être vraiment pas mal. Bon, malgré toutes ses qualités, il a quand même quelques défauts. Il a un manque de puissance dans le bas du corps. Il dispose d'un mauvais ancrage. Il a l'air d'avoir des mains très puissantes, mais il peut mieux faire au point d'attaque et au premier punch. Et il a un manque quand même d'une panoplie de moves, pardon. Donc c'est vraiment un joueur vraiment très athlétique qui va essayer qui va essayer de faire parler sa puissance et son athlétisme plus que sa technique. Donc il va falloir qu'il fasse vraiment un gros, gros, gros boulot de panoplie, ouais, sur sa panoplie de moves, surtout en pass rush s'il veut être un outside linebacker dominant en NFL. Mais dans un premier temps, c'est pour ça que ça risque d'être un peu compliqué, mais dans un premier temps, on va être dans une rotation. Et c'est pour ça que vraiment l'exemple de Green Bay, j'aime beaucoup, parce qu'on a Preston Smith qu'on a signé pour quelques années. Mais voilà, si tu laisses 1 an, 2 ans, en fait, un peu à la Rashan Gary. Faudra lui laisser un petit peu de temps pour monter. Je suis persuadé que ce mec-là, il va faire enfin, qu'il sera titulaire en NFL, alors qu'il sera peut-être pas élite, mais qui sera titulaire et qu'on parlera de lui comme un bon outside linebacker de NFL. Ok, très bien. Donc, D'Angelo Malone de Western Kentucky. Petit disclaimer aussi, malgré le fait que Val et moi, nous ne vivions pas à 30 km de Syracuse, à tous mes cordeaux défensifs en herbe là, qui nous écoutent, mettre des pass rushers ou plutôt des outside linebackers de 34 plutôt orientés edge en man-to-man,
C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne Non. idée en collège football, c'est pas une bonne idée en NFL, et devine quoi? C'est même pas une bonne idée en championnat de France. D'accord? Donc certes, on vit pas à Syracuse, mais je tenais quand même à le dire. Arrêtez de faire ça, messieurs les cordes def, ça m'énerve. Sur ce, avançons, Val. Avançons et on va parler de un mec qui descend un petit peu alors que c'est peut-être un des jolis coups à faire dans cette draft. On va parler de Mijai Sanders des Cincinnati Bearcats, qui est cher à notre Guillaume National, Guillaume. non pas France Gators, mais bien Bearcats FR, je crois, Ouais. Bearcats FR. Donc Guillaume, si tu nous écoutes, salut, on parle d'un Bearcats, donc kiffe ta life, et c'est Val qui s'y colle. Donc vas-y Val, je te laisse Malheureusement pour parler lui. de Mijai Sanders. Euh, Midge la fraude. Je pense que c'est peut-être la plus grosse fraude qu'il puisse avoir sur le poste de Mais Edge non, mais assez non, gros mais aussi. voilà, putain. C'est ça Si, son si. problème à lui. J'ai pas Vas-y, été je te tendre laisse. avec les Non, mais joueurs vas-y, je te des laisse, Bearcats vas-y. cette année, mais alors je vais m'expliquer bien sûr. Donc 22 ans, 6'5", 228 livres, 41 plaquages, seulement 17 solos, 2,5 sacs, 6 passes défendues, 2,5 sacs pour un pass rusher only. Les mots sont dits. Donc en fait c'est très simple. Là, je vais pas vous mentir, hein, j'ai ma fiche. J'ai 2 lignes pour ses points forts. Gros premier pas explosif, belle panoplie de mouvement pass rush. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire de Magic Sanders. Je ne lui trouve rien d'autre en vraiment en point fort. Par contre, en point faible, manque de puissance sur le haut du corps, ce qui se ressent beaucoup sur ses plaquages. Manque de puissance dans les mains. Quand il boule rouge, il pousse uniquement en utilisant ses jambes, ce qui est bien, mais uniquement en utilisant ses jambes, au lieu d'essayer de prendre le dessus physiquement au premier punch. Manque de puissance sur le bas du corps. Ancrage très moyen, ce qui le rend vulnérable contre le jeu au sol. Manque de consistance, il a l'air de choisir ses moments, surtout cette saison, parce qu'on pouvait s'attendre à mieux cette saison, mais en regardant ses têtes de 2020, j'ai l'impression qu'il y avait de, un peu plus d'impact de sa part, un peu plus, voilà, il était un peu plus dans le jeu. Là, j'ai l'impression qu'il choisissait un petit peu ses jeux. Il a un footwork moyen. Donc, en gros, c'est un edge qui dispose d'une bonne explosivité, mais qui manque de flex sur le haut du corps, de puissance, d'agressivité. Donc, ça en fait vraiment seulement un edge en pass rusher que je verrais dans une défense 43. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui le voient tour 2. Ça se trouve, il va même peut-être sortir tour 2, tu vois. Encore une fois, les goûts, les couleurs. Mais pour moi, franchement, c'est peut-être la plus grosse fraude. Alors, je parle de fraude parce que les gens le voient tour 2, ce genre de choses. Tier 4, je vais pas te dire que c'est une fraude, tu vois, mais c'est possiblement un mec genre qui n'arrivera à rien parce qu'il a juste pas ce qu'il faut. Et c'est tout ce qu'on va lui demander d'avoir au level du dessus en NFL. C'est très très dur d'acquérir tout ça sur les premières années. C'est beaucoup là, il y a beaucoup à faire. Alors, je sais pas si je l'ai mal interprété certaines choses et tout, mais quand j'ai mon scouting, donc de ce que j'ai vu sur lui, j'ai passé du temps parce que je lui dis c'est pas possible, tu vois. Enfin, je veux dire, je dois me tromper quelque part. Et quand en fait je fais aussi un rapport avec les stats et surtout la différence entre 2020 et 2021, bah, je me dis que en final, peut-être je me trompe pas, donc que mon scouting, de mon point de vue, est bon. Mais si vous avez envie de lâcher un deuxième tour pour un mec qui a juste un premier pas explosif et une bonne panoplie de moves en pass rush, bah il y en a plein d'autres quoi avant. Donc voilà. Je suis vraiment pas très très hypé par Magic Sanders, vraiment pas. Alors, Mais ça reste un tier 4, vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà, c'est juste que entre guillemets, je le casse un petit peu parce qu'il est vu plus haut, mais c'est un tier 4, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, c'est fin de troisième, quatrième tour quoi. bah écoute, moi c'est à peu près juste en regardant un petit peu les matchs de Cincinnati cette saison, parce que bah voilà, ils ont fait une très belle saison, donc forcément on a vu des matchs de Cincinnati cette année. C'est là où je le voyais moi personnellement, tu vois, je le voyais même tour 5 de base. Je le voyais partir au tour 5. Maintenant, j'ai pas fait son scouting report, Val, c'est toi qui t'en es chargé parce que bah voilà, j'avais pas le temps, donc je vais juste me faire un petit peu l'avocat du diable. Mais en soi, quand tu regardes un joueur de 22-23 ans qui est marge à 6'5, 228 pounds, qui a un gros premier pas explosif et une belle panoplie de moves en pass rush, c'est un truc sur lequel tu peux dépenser un cinquième tour. Et après le prendre et essayer de voir, c'est Ah bah peut-être un oui, beau projet, tu bah oui, vois. un cinquième tour, gros, on parle de tier 4.
Ouais, non, mais Ah oui, non, mais oui. c'est pour ça, tu vois? C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai Mmh. rien dit quand tu parles de tour 2 ou quoi, parce que, pour moi, en fait, déjà, de base, il est pas dans la même stratosphère que les autres auxquels on a parlé, tu vois? Pour moi, il y a beaucoup plus de travail à faire. Après, comme tu l'as bien, redit, tu as un petit peu arrondi les angles. Voilà, le mec, si on l'a mis en tier 4 et pas plus bas, vous savez notre franc-parler, si on estimait que le mec était plus bas, on l'aurait mis plus bas, hein. S'il fallait, il serait même pas dans cet épisode-là. Donc, c'est moi, je me fais juste l'avocat du diable. Après, j'ai pas fait le scouting report, donc moi, j'ai pas mon mot à dire entre guillemets sur le joueur, puisque de toute façon, je suis pas le plus à même à en parler. Mais moi-même, comme je vous dis, je le voyais déjà plus bas que le tier 4 de base. Donc, on est sur les standards, Val, ce que tu as vu, j'ai dû le voir aussi, peut-être moins en détail, tu vois? Mais c'est pour te conforter dans cette idée-là. Après, c'est vrai que moi, c'est juste le terme de fraude, j'irai pas jusque-là non Ouais, plus, non, tu mais vois? encore une fois, c'est fraude parce que il se fait enjailler par rapport au combine, tu vois ce que je veux dire? On est après combine, donc les mecs, ils ont pris 3 tours et t'as des gens qui ont pas vu un match de Cincinnati qui vont t'expliquer que le mec: «Ah mais il est rapide, il est comme Trevon Walker, ses premiers tours». Ah mais Ouais, mais bah ouais, mais tu gros, vois ce que je veux t'habites dire? pas Donc c'est pour ouais, ça, mais c'est t'habites pas à 30 kilomètres de Syracuse, au bout d'un mais j'habite moment, tu même pas vois? à 30 kilomètres du stade Géo-André, gros. Extraordinaire. En tout cas, voilà notre avis sur Mijay Sanders. On avance Val et cette fois-ci, c'est moi qui vais m'y caler et on va parler d'un joueur qui, pareil, je pense que ça a fait débat du fait qu'il soit pas dans le premier épisode, mais on va y Non, venir. alors là, tu vois disclaimer, non, il a pas fait débat parce que le combat n'était pas encore arrivé. Donc il y avait personne qui en parlait. Non, mais il faut dire la vérité, tu vois? Après moi, je l'avais un petit peu plus haut quand même, Mmh. mais avant Combine, il y a personne qui en parle. Moi, je le voyais quand même dans les trucs des ricains, je te parle. C'est vrai que, donc là, on va parler de Cameron Thomas de San Diego State University, les Aztecs et donc, ouais, Val, effectivement, dans certains classements, moi, je sais que Cameron Thomas, il revenait quand même pas mal dans les top edge rushers de la draft. Moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a eu débat entre Val et moi et on en a discuté, il a compris mon point de vue, donc on l'a laissé dans ce tier 4, mais ouais, effectivement, pour être très honnête, Val comptait le faire passer peut-être en tier 3. Parce qu'on s'est collé un petit peu lui et moi sur le scouting report et lui, il a vu que le joueur mériterait peut-être un deuxième tour, début de troisième. Moi, il y a des trucs qui me gênent un petit peu plus. Donc on va y venir, Val aussi, hein, n'hésite pas à intervenir en Ouais, cours ouais, de scouting report, hein. je te laisse dire, après on en parlera après. OK, pas de souci. Donc Cameron Thomas, on est sur un joueur de 22 ans et au moment où la saison commencera, il sera peut-être sur ses fins de 22, début 23. Il est à 6'5", 270 pounds. On est sur un bon gabarit, hein, pour un edge rusher NFL. Une jolie feuille de stats, hein. Le mec est à 71 plaquages, il en a 30 en solo, 11,5 sacs, un forced fumble et il a joué surtout, en tant que edge, en 43. Donc déjà dans les points forts de Cam Thomas, donc de Cameron Thomas, on est sur un très bon athlète global. Il manque peut-être un petit peu de vitesse pour être considéré comme un pass rusher élite, mais son package global fait que c'est un très bon athlète. On a un très bon footwork, ça lui permet de changer de direction, assez facilement. Il a une grosse panoplie de moves, il a des jolis spin moves. Il est assez dominant dans le bull rush. Pour vous dire à quel point il est assez dominant dans le bull rush, le mec peut se targuer, d'être assez polyvalent pour jouer notamment donc tech 3, tech 5, on s'approche du bout de la ligne et tech 7, c'est vraiment le bout de ligne à l'extérieur du tight end. Val l'a même spot quelques fois joué donc en tech 0 à San Diego State qui est la position du nose tackle, hein, c'est face à face avec le centre. Donc ça, bien évidemment, on ne sera pas sur ce style de joueur-là en NFL, mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'en Tech 3, le mec sur certains packages peut se retrouver à être placé en DT, il sait le faire. On est sur un joueur qui est technique, il est assez bon, très bon contre la course, il est bon au point d'attaque. Cam Thomas, il utilise très bien ses mains, globalement, elles sont quand même bonnes et assez puissantes, et le mec a un assez bon IQ. Donc effectivement, quand on parle de ça, la balance étant un petit peu plus du côté de Val. On est plus sur un joueur fin de deuxième tour, début troisième. Il y a beaucoup de qualité. Maintenant, il y a ses points faibles. Et ses points faibles, déjà, c'est l'adversité. Euh, Déjà, San Diego State, ça joue pas des top équipes du pays. Ensuite, à côté de ça, malgré le fait qu'il y ait l'adversité dans ses points faibles, on l'a quand même vu quelques fois contre des double teams et des triple teams, il s'en sortait quand même pas trop mal.
À côté de ça, il a un très mauvais moteur. Val l'a noté, il semble inexistant sur les fins de match. Et quand on vous dit inexistant, c'est genre inexistant. Le mec disparaît complètement et ça trop souvent. Il joue trop haut et ça dès le snap. Du coup, il perd directement l'effet de levier. Il perd ses batailles de leverage. Il a des mauvais angles de poursuite. Et comme on vous l'a dit dans l'adversité, il a très peu produit contre les meilleures équipes qu'il a jouées. C'est-à-dire que dès que l'adversité montait d'un cran, le mec disparaît. Au bowl, il a été pas ouf. Ensuite, je crois que c'est au senior bowl, mais il a été genre médiocre. Il a été médiocre sur le match, il a été médiocre sur toute sa semaine, sur les drills, sur en fait tout. Genre le limite, fallait ne pas y participer si c'est pour faire ça. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je les scout sur ce moment-là, bah, en fait, il a perdu tout le crédit parce que justement, c'est à ce moment-là que moi je l'attendais et tout ne repose pas autour de la hype du match de ball. Je regarde aussi énormément les drills parce que c'est quelque chose qui pour moi est important. C'est là où tu peux aussi voir des choses et en fait, il a complètement chuté. De base, on aurait dû le mettre effectivement dans le tiers 2, en fin de deuxième tiers, peut-être tiers 3. Et c'est moi, j'ai dit à Val, non, je suis désolé, moi, de ce que j'ai vu sur cette semaine du ball game, sur ce qu'il fait depuis la fin de saison, je ne peux pas décemment le mettre. Et en fait, en retournant voir les tapes, c'est pareil sur le terrain. C'est-à-dire que le côté je disparais dans le quatrième quart-temps, je disparais dès que j'affronte des grosses équipes. La NFL, c'est des grosses équipes. La plus nulle équipe de NFL sera une grosse équipe, en fait, par rapport à du CFB. Donc, moi, j'ai décidé, pour le coup, là, c'est moi qui ai dit à Val, non, on le laisse en tier 4 et tant pis si ça fait débat, mais moi, j'ai voulu le laisser en tier 4. Donc, vas-y, Val, si tu veux Bah parler du écoute, joueur. en soi, je te rejoins parce que c'est un mec comme bon, déjà qui est encore par l'adversité et joue en Montagne Ouest, si je me trompe pas de conférence, si c'est bien ça. Et bah c'est pas la meilleure des conférences, donc voilà, ok, il a joué des double teams, triple teams, c'est très bien de se sortir face à ces mecs-là. Mais comme on vous a dit, le fait que contre Utah, contre le ball game, je sais plus c'était contre qui, enfin c'était criant quoi. On voyait qu'il était beaucoup plus en galère et c'était juste un petit niveau au-dessus. C'était même, on parlait pas de l'O-line de Bama quoi. C'était vraiment un petit niveau au-dessus et il a été shut down. Donc il y a des choses qui sont vraiment très belles qu'on a vues sur lui. Chose très intéressante, il y a un possible très fort potentiel. Maintenant, il y a toujours ce fait que tu produis contre des petites équipes, contre les grosses, tu ne produis pas. Donc, comment tu vas réussir à step up pour la NFL? S'il le fait bien, tant mieux. Et s'il le fait pas, bah, par contre, si tu vas le chercher au deuxième tour, t'es comme un con. Donc, je pense que, tu vois, moi, dans ma tête, là, en reparlant, etc., moi, je mettrais quand même un mec, tu vois, tier 3. Pas un tier 3 genre début de round 3 ou fin de deuxième round, mais plus un mid round 3 ou voire jusqu'au quatrième round. Parce que pour moi, il y a des mecs qui sont plus. Enfin, on connaît mieux leur capacité à jouer au plus haut niveau. Entre guillemets, je prends l'exemple de Sam Williams, il a joué en SEC, il a joué contre Bama, machin. Enfin, c'est du calibre NFL, c'est la NFL, tu vois. Donc tu sais ce qu'il va donner. Malheureusement, Cam, il a pas joué ces gars-là. Donc tu te demandes un petit peu, et les seuls mecs qui se rapprochaient un petit peu d'un niveau NFL, donc si on parle d'un tackle comme celui de Utah, le titan colossal, Bam Elesani, Pas Molaseni, ouais, mais tu vois, ouais, on en parlait dans le tiers 6, je c'est crois. ça, c'est ça, et il n'a pas réussi. Donc il s'est baladé à gauche à droite, vu qu'il n'a pas toujours été tout le temps contre lui. Mais donc il y a des questions, et il y a des choses qui font que, et il y a eu le combine qui est passé, et bah là, le combine est roi, donc forcément. Ah, mais même comme ça, tu vois, tu dis que toi, tu l'aurais quand même glissé dans le tier 3. Je suis désolé. Quand tu regardes notre tier 3, Zach Harrison, Arnold Ebiketie, Sam Williams, Zachary Carter, Isaiah Thomas, la classe d'écart, elle est là aussi, tu vois. Je suis d'accord, mais il y a ce côté vraiment assez athlétique et il y a un truc, tu vois, et je, Oui, je comprends, et peut-être, je suis tu vois, d'accord. sûrement je me trompe, hein, Je l'ai mais vu, on l'a vu. La plupart des gens l'ont vu et c'est pour ça que d'ailleurs, je t'ai dit, même les Quinry et tout à la fin de la saison, il était bien plus haut. Hein. Je te dis, on le parlait de lui à côté des justement Boy Maffei, Jermaine Johnson, tout ça, tu vois. hmm. Et ça à la fin de la saison parce que justement, il y a ce petit côté. Putain, il a quand même du potentiel. Il a une panoplie de moves. C'est un bel athlète. Il y a du potentiel. Mais il y Ouais, a du trop. Moi, potentiel. il y a trop de trucs qui me font me dire
que tu vois, même un tour 3 sur Cameron Thomas, personnellement, moi je suis GM demain, je ne le mets pas. Ah, je l'entends de ouf, hein. C'est Ça pour ça d'ailleurs que je t'ai dit que je voulais le laisser absolument en tier 4, tu vois. ça va en fait, s'il tombe avant, ça dépendra surtout, à mon avis, de la team qui va le prendre, de comment elle pense gérer sa progression, tu vois. S'il est pris admettons tour 3 et que c'est dans l'optique d'être dans une rotation et d'arriver à terme dans 1 ou 2 ans, ok, d'accord, mais s'il est pris round 3 pour jouer direct en étant ou tier 2 en étant titulaire, ça risque d'être quand même beaucoup plus compliqué, tu vois. Je pense qu'il a Non, quand même besoin de temps pour step up. pour moi, s'il y a une équipe qui le pique pour le faire jouer Day One, on court la catastrophe. C'est un bust annoncé, Cameron Thomas. Après, ça, malheureusement, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, seul l'avenir nous le dira. Et on verra très bien comment ça se passera le soir de la draft. En tout cas, vous étonnez pas si Cameron Thomas sort plus haut C'est que possible, ce que fort nous on possible. l'a annoncé. C'est fort possible qu'une équipe mise sur son potentiel. Je parle même, tu vois, d'un contender ou quoi, un mec qui était au Super Bowl cette année et qui décide, comme tu l'as dit, de le prendre et de le développer un petit peu parce qu'ils ont pas, ils ont pas d'autres needs ou quoi. Donc c'est fort possible. On va avancer, Val, on va avancer parce qu'on est déjà une bonne demi-heure d'enregistrement. Il nous reste quelques joueurs. On va passer au tier 5 et tu vas nous parler de Christopher Allen de Alabama. Ouais, un des prospects les plus intéressants au poste, qui aurait pu faire partie des top tiers s'il ne s'était pas blessé. Et il s'était blessé au premier match de la saison face à Miami. Donc là, je vais vous donner ses stats de 2020. C'est 33 plaquages, 20 solos, 5 sacs, 2 fumbles forcés, 1 fumble recouvert. Il fait 6'4", 242 livres. Et je le vois vraiment, alors c'était un edge à Bama, mais je le vois en tant que edge ou outside linebacker en 34 en NFL. C'est un bon athlète avec un premier pas explosif, bonne mobilité latérale, gros moteur, bonne puissance du haut du corps, mais il manquait un peu de flexibilité sur le haut du corps pour se créer encore plus d'occasions. Il a un très bon punch, des très bonnes mains puissantes, il est capable de driver son O-line avec ses jambes qui ne s'arrêtent pas, ce qui le rend vraiment très intéressant contre le jeu au sol, et c'est pourquoi je le verrai bien principalement en outside linebacker en 34 en NFL. Je trouve qu'il a un très bon IQ et grâce à ça, il est capable de bonnes couvertures, de passage en zone, aussi grâce à de bons changements de direction, même si ses hanches ne sont vraiment pas élites, mais ça sera largement suffisant pour être OLB en 34 en NFL. Ses points faibles, c'est principalement sa fracture du pied lors du premier match de la saison face à Miami. Il n'en est jamais revenu. Donc à voir comment il a soigné ça. Il a été seulement une saison titulaire, c'est en 2020. Parce que, encore une fois, comme on vous a expliqué sur quelques épisodes, quand tu es à Bama, tu as de la concurrence partout. Donc, généralement, Nick Saban te met titulaire quand tu es à ta saison genre junior. Donc, si tu foires ta saison junior, genre, il te reste une saison. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, il a vraiment qu'une seule saison en tant que titulaire. Et je pense qu'il a besoin d'étoffer un peu sa panoplie de move en pass rush pour vraiment être élite. Si Christopher Allen est pick, je vais vous dire un truc de folie, mais genre, je sais pas, round 3, je serais même pas étonné. C'est vraiment un. Je dis pas que je le ferai, hein, mais je suis pas étonné. C'est vraiment un talent brut, mais genre vraiment incroyable. Genre, il devait former avec. Oh, comment il s'appelle l'autre Edge là, qui a surdominé, qui aurait dû gagner à le pass de Chinson, putain. Je sais plus, mais sûrement vous devez voir c'est qui. Kevin Thibodeau? Non, 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 l'autre Edge de Bama, Ah, qui était super fort, oui, 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 celui qui se présente l'année prochaine, là. Ouais, voilà, Oui, qui j'ai est un blanc aussi. Iceman Contender, Ouais, j'ai un bref, blanc aussi. vous voyez qui on parle sûrement. Et il devait former avec lui, genre, à mon avis, la paire d'Edge la plus forte du college football. Donc, franchement, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir l'avoir vu cette saison. En plus, statistiquement, il avait plutôt bien commencé face à Miami. Donc voilà, donc on a un mec qui a un manque d'expérience, qui a un petit manque de panoplie de move en pass rush, et après, qui a plein de choses à faire valoir. Donc, est-ce que niveau blessure, ça va aller? Et est-ce qu'il va pouvoir réussir à step up? À mon avis, il faut pas le prendre pour le faire jouer Day One, encore une fois. Je pense qu'avec aussi peu d'expérience,
Même si tu te dis, OK, il a joué à Bama avec les meilleurs, il a dû apprendre des meilleurs edge et tout, sous Nick Saban, machin, OK, il y a pas de problème. Et qu'il a plutôt performé quand il a joué. Je pense qu'il va falloir quand même lui laisser un peu de temps pour pas que ça soit un buzz, pour pas qu'il y ait trop de pression sur lui. Genre, vas-y, prends un an, prends quelques reps par-ci par-là. Mais je pense qu'on a vraiment possiblement un edge. Si tout se passe bien, un top 10 edge de la NFL. Mais si vraiment tout se passe bien. Ah oui, ça s'entend, ça s'entend. En tout cas, ouais, c'est vrai que le talent brut, pour ceux qui auraient regardé du college football en 2020, vous voyez de quoi parle Valentin quand il vous dit qu'il y a vraiment un talent brut chez Christopher Allen. Le deuxième linebacker star donc d'Alabama, edge, Valentin, c'était Will Anderson Jr. bien Ah oui, évidemment. putain, Will Anderson. C'est Incroyable. veuillez nous pardonner, Ah il oui. est tard, on bosse comme des fous, On donc va dés s'auto-flageller, vous inquiétez oui, pas. vous inquiétez pas, demain on se retrouve avec Valentin dans un parking délabré, on se patate entre des, Nissan Si voilà, on passe au prochain linebacker, DN edge de Stier 5. On va parler de Tyreek Smith d'Ohio State et encore une fois, Valentin, c'est toi qui vas t'y coller si tu arrives à retrouver ton souffle. Oui. Ah, je vois la scène en train de se taper, tu sais, entre deux Clio 3. Une Aki, il manque des roues, frère. Oh, la scène effrayante. Oh putain, et là tu vois Pardon. Mojo qui arrive. Avec son, avec son chant de Fortnite. Ouh, ouh, allez, on s'y remet. Sinon après je vais être obligé de couper cette partie-là et ça me ferait chier. Allez, respire et on s'y met. Donc Tyreek Smith de Ohio State, on est sur un joueur de 22 ans, Val. 6'3", 245 pounds. Il sort une saison 2021 qui est pas, au niveau des stats, qui est pas folle. Il est à 26 plaquages, 12 solos, 3 sacs, un forced fumble et 2 passes défendues. Et tu nous as noté, Val, que il avait joué Edge dans le système de Ohio State, donc en 43. Allez, je te laisse y aller, Val. Ouais, bah du coup, je pense que Tyreek Smith, sa principale qualité, elle se retrouve sur le jeu au sol. Même s'il possède des longs bras, il a quand même un peu de mal à se défaire des blocs, donc ça m'embête un petit peu. Par contre, je trouve qu'il a une très bonne vision. Il ne se fait pas avoir par les RPO, les options, ce genre de jeu un peu piège pour cette position. En tant que edge pur et sur le pass rush, il est incapable d'apporter beaucoup de pression, même s'il n'est pas tout le temps à la conclusion. Il permet de mettre suffisamment de danger pour créer des erreurs, des QB. Par exemple, il y avait eu un match. Ah, je sais, ah putain, je sais, j'ai un truc de mémoire. Bref, il avait mis une pression, mais genre constante au mec. Et il s'était fait intercepter 2 ou 3 fois dans le match, je sais plus contre qui c'était, mais ça va me revenir. Mais c'est ce genre de joueur-là qui arrive à mettre beaucoup de pression, mais qui a un peu de mal à conclure. Donc, on va dire que c'est sa technique et son petit manque de vitesse fait que, bah, il n'arrive pas à arriver à cette conclusion qu'on veut voir en NFL. Il a une belle panoplie de mouvements avec des mains actives, mais il manque un peu de puissance, voire beaucoup de puissance. Elles sont pas sans puissance, mais c'est juste correct. Vraiment, c'est juste correct. On est vraiment à la limite du, sans puissance, mais voilà, c'est vraiment juste correct. Ses points faibles, bah, c'est qu'il est injury prone. Il a été blessé un nombre de fois, durant sa carrière, assez conséquent. C'est un athlète correct, mais comme je disais tout à l'heure, on voit clairement un manque de flexibilité du tronc, un manque de footwork, un manque de quickness, pour changer de direction, par exemple, et un vrai manque de puissance. Par contre, ce que je lui reproche pas du tout, c'est son très bon moteur. Il est capable de tenir tout le match et de performer en fin de match. Il est très souvent aussi en retard au snap, mais quand genre je vous dis en retard, c'est vraiment en retard. C'est genre le dernier à partir de la O-line et de la D-line. Et il n'apporte que très peu de pression sur l'intérieur. Il est limite, à la limite de l'inutile. Donc je pense qu'il peut quand même avoir une bonne carrière NFL s'il progresse physiquement et si sa santé s'améliore. Mais ça sera vraiment en tant que edge de 43. Et vraiment, quand je dis edge, c'est edge, pass rush et sur l'extérieur. Je lui vois vraiment très peu de progression possible. Il en a pas eu, sûrement dû à ses multiples blessures. Mais au final, il n'a pas eu cette progression qu'on attendait.
Du coup, je pense qu'aller chercher voilà, sur une fin de draft comme ça, 5, 6, 7e tour, ça se tente. Maintenant, on est au courant des problèmes de blessures et le fait que ça sera possiblement vraiment qu'un edge pur. Donc, je le vois un peu comme un Kyler Fackrell, ce genre de mecs-là qui sont capables de performer de temps en temps, de te sortir toujours 3 sacs dans le match et puis après tu ne les revois pas pendant 4-5 matchs. Possiblement ce ce genre de joueur-là. Ok, bah sur ça, on est assez d'accord avec Tyreek Smith. On avance, Val, on avance pour parler du dernier joueur de ce tier 5. Et là, alors, on va parler d'un joueur qui a été déjà un boxon à classer. C'est-à-dire que, encore une fois, on est honnête avec vous, tout ça, Ali Fayad, il a fait genre 3 ou 4 changements de positionnement dans nos rankings. Et même de tiers. Ouah, Et ça de, a été et de tiers, il est un passé de calvaire. linebacker tier 2 à DN tier 6, puis il est repassé dans les linebackers en tier 3, 4, puis il est revenu chez les DN dans tier 5. Ça a été c'est vraiment dur comment dire, de classer ce joueur tant il a du potentiel et en même temps des limitations. Donc vas-y Val, je te laisse nous présenter le profil d'Ali Fayad de Western Michigan. Ouais, 23 ans, 6'2", 248 livres, 40 plaquages, 27 solos, 13 sacs, 17 tackles for loss, 2 fumbles forcés, 1 fumble recouvert, 2 passes défendues. Donc, une feuille de stats salie, comme dirait Ryan. Point fort, c'est pas un super athlète, il manque de quickness, de flexibilité sur le haut du corps. Par contre, il dispose vraiment d'une bonne puissance sur le haut du corps. Il a un très gros moteur et un premier pas vraiment très explosif. Il fait un bon travail de leverage. Il arrive bien à garder ses yeux sur ce qui se passe dans le backfield, donc il reste bien droit. Il manipule son all-line, il regarde, ça, il le fait vraiment très bien. Il a une bonne puissance dans les mains, ce qui lui permet de patienter sur le jeu au sol pour se désengager du bloc. Donc c'est juste typiquement ce que je viens de vous dire juste avant. Et il a beaucoup de polyvalence. Nombre de fois où je l'ai vu aligné, alors c'était même plus sur la saison 2020, mais il était aligné en tant que linebacker ou vraiment dans la boxe. Et c'est là que je l'ai vraiment trouvé ultra intéressant. Ses gros points faibles, c'est qu'il manque vraiment d'athlétisme. C'est un pass rusher qui manque de technique de main, de counter move. Il manque de créativité aussi. Il a une mauvaise poursuite avec des angles de poursuite assez mauvais. Donc, si les GM le voient comme un edge, il faudra qu'il soit dans une 43. Mais les têtes que j'ai eues lui vraiment en tant que linebacker m'ont bien plus intéressé que celles en edge. Donc, pourquoi pas le passer en outside linebacker de 34 ou inside linebacker dans des situations de blitz, là où sur les tapes, il a l'air de s'exprimer mieux. Donc, possiblement un linebacker un petit peu, comment dire, hybride, que tu peux placer un petit peu partout, que tu peux mettre un petit peu en edge, mais un peu en outside, un peu en inside. Donc tu peux t'amuser avec et je pense que le coup en vaut la chandelle, tu vois. Enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Là, de mémoire, je crois qu'en défense, j'en ai même pas vraiment que tu peux aligner un petit peu sur la D-line, mais sur aussi les postes de linebacker. Donc à voir comment va se passer le step-up pour lui en NFL. Mais c'est vraiment une très gros point d'interrogation sur Ali Fayad que j'ai. Mais ça reste un joueur ultra intéressant à voir et à drafter, à mon avis, sur un troisième jour, quoi. Hop, et comme beaucoup d'autres joueurs qui sont un petit peu hybrides aussi, tout dépendra surtout du système dans lequel il tombera. Hashtag Bill Belichick va nous en faire un pro bowler. Et sinon, Val, c'est hashtag le jeu en vaut la chandelle et pas le coup en vaut la Ouais, chandelle. putain, je vais chercher. Mais t'inquiète, on t'aime quand même. Du coup, on va avancer dans ce tier 6. Et Val, tu vas nous présenter ton dernier joueur de cet épisode. Tu vas nous présenter Jeffrey Gunther de Coastal Carolina. Je te laisse y aller, Val. Ouais, c'est pas le dernier, mais oui, Non, ton c'est. dernier. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, mais oui. Oui, Oui. 20 bientôt 23 ans, le Jeffrey Gunther, un nom effrayant. 6'4", 259 livres, 30 sacs, plaquage, 5,5 sacs, 2 fumbles forcés, un fumble recouvert, une passe défendue. Il était edge à CCU, mais pour moi, il sera outside en 34 en NFL.
Ses points forts, c'est une bonne coordination, un bon body control et un bon moteur. J'aime beaucoup sa puissance qu'il développe dans les mains. Je pense qu'il est vraiment meilleur run stopper que pass rusher. Il s'exprime mieux sur ses capacités de puissance. Et il exprime mieux, pardon, ses capacités de puissance et d'effort en run stop. Il fait énormément d'efforts sur chaque play. Il produit vraiment beaucoup d'efforts. Tu vois que le mec, il essaie de toujours faire au mieux. Il a beaucoup d'instinct en pass coverage. Malheureusement, bah, il semble être un athlète un peu moyen, avec un manque de flexibilité du tronc. Il a du mal à changer de direction sur la couverture de passe. Donc, il n'arrive pas tout le temps à être un playmaker, quoi, en gros, alors qu'il a l'air quand même de bien sentir le truc. Et son premier pas, il est souvent en retard, mais il se rattrape avec un premier pas assez puissant. Comme je vous ai dit, c'est un mec qui développe beaucoup de puissance. Il manque de longueur de bras, il se fait vraiment trop souvent avoir par les O-line, il ne peut rien développer sur le pass rush, il n'arrive pas à se défaire des blocs. C'est un mec que j'avais plutôt tiers genre 4-5, que j'ai mis tiers 6, mais j'étais vraiment pas loin genre de le mettre sur notre tiers 7. Et tu vois, même edge en soi ou outside en 34, c'est même limite un petit peu compliqué. Alors pourquoi pas le voir en defensive end en 34 ou en 43. C'est, à mon avis, c'est plutôt un mec que tu auras dans ta rotation, fin de rotation, mais qui fera jamais plus, tu vois. Pourtant, c'est un mec que vraiment j'appréciais énormément parce qu'en 2020, genre, pour moi, s'il y avait un joueur qu'il fallait suivre à CCU, c'était pas Isaiah Likely, c'était pas le QB, c'était pas le linebacker à la coupe de mulet, c'était Jeffrey Gunter et bah, il n'y a pas eu vraiment l'explosion que j'attendais de lui, quoi. Et c'est pour ça qu'il était resté aussi un an de plus, à mon avis. Mais du coup, bah, je pense que il n'a pas eu l'effet escompté. OK, très bien. En tout cas, CCU, plus on avance dans nos épisodes là de TT Profil et plus je me rends compte que Coastal Carolina, j'ai l'impression que c'est la fausse bonne idée. C'est vraiment l'équipe qui performe bien en CFB, mais à chaque fois qu'on se concentre, tu sais, plus spécifiquement sur un joueur, c'est pas ouf. C'est vraiment pas C'est ouf. une, c'est une équipe, je pense, qui est vraiment bien coachée, qui joue très bien en équipe, qui a des bons joueurs un peu partout. Mais du coup, quand tu regardes ouais, vraiment plus individuellement, bah, tu sens que c'est un petit peu en dessous, tu vois. Ah Mais ouais, ça, ouais. on va dire que pour leur niveau, ça reste très correct, Ah non, c'est bon, c'est voilà, très bon, mais c'est vrai que ouais, tu sais, à chaque fois on qu'on parle à une effet, met quoi. c'est ça, à chaque fois qu'on passe les joueurs à la loupe, il y a quand même des limitations, quoi. Du coup, on avance et cette fois-ci, Laisse-moi te ah vas-y, l'introduire, allez, s'il te plaît. allez, vas-y, je te laisse. Fais-toi plaisir, mon grand. On va parler du fameux, si vous connaissez pas, franchement, c'est vraiment pas grave. Parce que, parce qu'il est débile. Alors si vous êtes fan des Riders ou si vous êtes fan des Cowboys, là, je pense que vous avez trouvé votre futur defensive end. C'est Michael Clemens de Texas A&M. Un bon débile comme on les aime, bien agressif. Vas-y, parle-moi de Michael, s'il te plaît. J'adore. Bah déjà, on présente entre guillemets nos excuses aux Riders parce que vous avez changé de front Ouais, office et c'est de vrai, c'est coaching vrai. staff, donc On peut-être peut que plus vous faire la n'allez pas blague. prendre Michael Clemens. Par contre, Texas A&M, Dallas Cowboys, Oui, il vous William manque, Boys. il vous manque un edge. Je dis ça, je dis rien. Tant que Michael Clemens, bah déjà on est sur un gros bébé, hein, 6'5", 310 pounds. Quand vous le regardez, jamais vous vous dites qu'il fait 310 pounds, l'autre il est carré comme une tablette de chocolat, c'est pas possible. Il nous a fait 32 plaquages, 23 solos, 7 sacs, un forced fumble, un fumble recover, 2 passes défendues. Et là, quand on vous donne la fiche de slot, vous dites bah quand même c'est pas dégueu. Et bah c'est ce que je me disais aussi. Donc dans ses points forts, déjà, on a un joueur ultra agressif qui produit un effort constant. Le mec s'arrête jamais sur le terrain. Le problème c'est qu'il court un petit peu comme un poulet sans tête, mais il s'arrête pas, c'est bien. Il a des mains assez puissantes, un bon punch. Par contre, ça manque d'activité, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a punché une première fois, le reste lui c'est plus son problème. Quand il s'agit de se désengager du bloc ou quoi, c'est pareil, c'est fort au niveau du punch, mais pas sur la technique. Quand il défend sur le jeu au sol vers l'intérieur, il semble bien s'en sortir grâce à sa force, grâce à sa puissance. Val, on en a parlé un petit peu entre nous, il trouve que c'est un athlète assez moyen. Moi, je trouve que c'est un athlète qui est correct, qui a quand même des choses à faire valoir. Maintenant, je vois ce qu'il veut me dire quand il veut dire athlète moyen, c'est que Michael Clemens, on est vraiment sur l'archétype du power rusher pour les gens qui jouent un petit peu à Madden.
Vous attendez pas à des jolis moves, de la technique, des moves quick, fast. Non, lui c'est la bagarre et la bagarre. On est sur une flexibilité au niveau du haut du tronc qui est mauvaise, une mobilité latérale qui est moyenne et des changements de direction qui sont aussi moyens. On retrouve un petit peu l'effet Dick et Metcalf, c'est-à-dire que Michael Clemens, tu le fais courir tout droit, c'est un train de marchandises. Par contre, tu lui demandes de te faire des virages, waouh, t'as peur. Il a des angles de poursuite qui sont pas extraordinaires. Et là, je suis gentil, c'est-à-dire que il a beau être rapide, ça se ressent pas forcément sur le terrain. Au niveau de son pass rushing, comme on vous disait, le fait que ce soit un power rusher, ça le rend assez moyen parce que le mec veut toujours la violence et la violence. Donc forcément, sa palette de moves en pass rush, elle est limitée puisque elle consiste en je baisse la tête, j'éclate mon vis-à-vis, je tends les bras et j'essaye de le bull rush sur le QB. Alors, quand ça marche, c'est bien. D'ailleurs, si vous voulez un exemple type de match où ça marche, allez regarder le Texas A&M LSU et vous allez voir l'enfer qu'il nous a fait vivre sur ce match parce qu'il a éclaté les deux côtés de notre ligne. Par contre, quand ça marche pas, putain, t'as l'air d'un con, parce que avancer tout droit avec un all-line en faisant du surplace pendant tout un match, c'est vrai que ça devient chiant. Il s'est Euh, fait il s'est fait mettre sur le cul plusieurs fois, sur les tapes que j'ai vues en plus de ça, donc donc on vous dit, faut voir le bon, mais il y a du mauvais aussi chez Michael Clemens. Et donc, comme on vous l'a dit avec Val, c'est sans lui faire offense, et nous, ça nous fait beaucoup rire, mais en même temps, on aime ça parce qu'il en faut aussi en NFL. Oh putain, son IQ, c'est très moyen, voire faible, il est débile. Il ah est oui. débile. Et en fait, il est débile et ça se voit sur le terrain, et c'est là où ça devient, c'est là où ça devient triste et très rigolo pour nous, c'est qu'il est débile. Il est... Comment vous expliquer ça? Il y a des jeux où il va aller cartonner un mec alors qu'il n'y a pas besoin. Il peut prendre des flags. Le jeu est fini, il peut aller éclater un mec et il va se faire flaguer aussi. T'as parfois le running back qui passe devant lui en courant vers la droite. Clemens, il va partir à gauche parce qu'il va se faire feinter dans un jeu genre reverse ou un truc comme ça. Il est bête. Il est bête et il a pas de QI football. Mais encore une fois, on le dit, on veut pas être péjoratif, mais ça existe les joueurs comme ça. Lui, il en fait partie. Donc voilà, athlète qui est moyen overall, moi je le trouve plutôt bon dans ce qu'il sait faire. Maintenant, voilà, faut polish. En fin de draft, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une équipe qui tombe sous le charme parce que voilà, le mec il fait 2 mètres, et, il est carré comme pas deux, et comme on vous dit, il est agressif et ça se ressent sur ses tapes, ça se ressent sur le terrain, et je pense qu'il y a des corps de def qui vont se dire pourquoi pas en fin de draft. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça va demander beaucoup de travail, en tout cas avec Michael Clemens. Si Val, tu veux rajouter un mot. Non, j'ai juste dire que j'étais pas loin de passer tier 7 lui aussi, tellement je le trouve vraiment pas intelligent, quoi. Donc non, mais c'est vraiment, je l'avais tier 4 au début et plus je regardais des tapes, plus je le faisais descendre dans ma tête et je disais: «Non, c'est pas possible, Faut savoir que moi, vu que Michael Clemens il m'a traumatisé de base, avant qu'on se mette sur son scouting report, de base je l'avais foutu moi tier 4. Je me suis dit il serait dans ces eaux-là. Le fait est que non, pas trop quand même. Mais en tout cas, non, mais moi, comme je te dis, je trouve qu'il y a quand même un truc à faire avec lui. Il y aura du travail à faire et ça va demander peut-être 1 an ou 2 de développement, tu vois. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec lui en DN 43 par contre. Je le vois vraiment pas partir en outside linebacker. Je pense qu'il est un peu trop bête pour ça. Il va galérer sur ses prises de. Non, mais c'est vrai, il va galérer sur ses lectures, sur ses prises de zone. Et en plus, je lui trouve pas l'athlétisme pour se faire. Il a du mal, tu vois, sur ses changements de direction et tout. Là, tu vas lui demander de commencer à faire du backpedal et tout. Ouais, non, merci. Je préfère l'avoir en 43. Tu lui dis, écoute, ça, c'est ton extérieur. Il n'y a rien qui passe à ton extérieur et vas-y, va jouer. Et au moins, tu lui facilites un petit peu le travail. En tout cas, voilà pour Michael Clemens de Texas A&M. On va avancer, Val, on va avancer pour le dernier joueur de cet épisode et dernier joueur de notre tier 6. Et cette fois-ci, on va parler de Amare Barno de Virginia Tech. Amare Barno, c'est un joueur qui aura 23 ans au moment où la saison commencera. On est sur un joli gabarit. Le mec est à 6'6", 239 pounds. Il a fait 35 plaquages cette saison, 3,5 sacs, un forcé de fumble et une passe défendue. Et lui, pour le coup, on le voit plus comme étant un DN dans 43 en NFL. Dans ses points forts, on a noté que c'est un très bon athlète. Il est rapide, il est explosif, il dispose de longs bras, il a une bonne flexibilité du haut du corps avec un bon moteur.
Par contre, ça manque un petit peu de puissance. Il sait utiliser ses longs segments, il a des longs bras, il sait s'en servir pour maintenir le O-line à distance, ce qui lui permet déjà de voir venir et de ça lui permet de voir venir non seulement le O-line, mais aussi les running backs sur jeu de course. Et grâce à ça, il réussit à bien se désengager du bloc pour pouvoir en fait descendre après au plaquage. Maintenant, dans les points faibles à noter avec Amari Barno, c'est déjà on n'a que 2 saisons au haut niveau entre guillemets. Il était en JUCO avant. On sait qu'il y a des gens à qui ça déplaît. Maintenant, on sait aussi qu'en JUCO, il y a du talent, il y a des petites pépites à récupérer de temps en temps. On est sur un manque de technique de main aussi avec Amari Barno. Il y aura un gros travail à faire là-dessus. Il a une panoplie de moves qui est voilà, quand on la combine avec le manque de puissance évoqué plus tôt, c'est vrai que sa panoplie de moves, elle est comment dire, elle est faible. Il pourrait gagner à avoir une plus grosse panoplie de moves parce que quand on voit la bonne vitesse qu'il a et le fait qu'il sait utiliser ses longs bras et il sait utiliser sa vitesse et son explosivité, je pense que Amari Barno gagnerait beaucoup à avoir une panoplie de moves un petit peu plus conséquente sur pass rush et aussi sur run stop. Et donc voilà, Val, je sais pas si tu veux dire peut-être un mot sur Amari Barno avant de conclure. J'aime bien. Possiblement un petit, je dis bien un petit sleeper. On va voir voilà, comment il se développe en NFL, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu en tout cas. Ok, super. Du coup, comme d'habitude, on finit cet épisode en vous donnant un petit peu les noms qui pourraient être évoqués dans le live draft. Déjà, on a un petit gars de chez moi avec André Anthony de LSU. On a quoi? On a Micah Tafua de Utah qui peut être intéressant. On a Jeremiah Moon de Florida qui peut être intéressant. Cade Hall de San Jose State. On a Ben Steele de Nebraska. On sait que Nebraska forme de Ouais. Et c'est en fait les Ben Steele, Noah Burke, tu vois, c'est du bon outside, enfin c'était du defensive end en CFB, mais ce sera du bon outside linebacker blanc de rotation, tu vois. Parce que j'aime bien Nebraska, bien Wisconsin, quoi. Vraiment. Mais donc ces mecs-là, c'est peut-être des mecs qui sortiront au 7e tour, ou Ouais, peut-être qu'on vous en parlera pas du tout. Il y a qui? Il y a du Jakub Panasiuk aussi de Michigan State. Ah, il y a Big Cat Brent. Big Cat Brent. Le deuxième meilleur nom de cette draft après Smoke Monday. Ah ouais, avec sa tête carrée et cubique. Incroyable. Un personnage Minecraft, le bordel. Franchement, juste pour ça vaudrait le coup que le mec sorte au 7e tour, juste pour nous faire rire sur le live draft. C'est extraordinaire, Big Cat Bryant. Il y a quand même quelques mecs, tu vois, Alex Wright de UAB, qui est un joueur assez intéressant parce qu'il fait 6-7, il a un profil assez différent. T'as Ryder Anderson qui est à Indiana, mais qui était avant à Ole Miss, donc que je connais bien, qui était un des seuls à performer en 2020 à Ole Miss. Jeremiah Moon de Florida, qui a énormément chuté, genre de ouf et tout. Mais c'est vrai, il y a quand même quelques joueurs intéressants. Il y en a d'autres encore. Donc, je pense qu'il y a certains noms qui risquent de sortir. Et je pense que la plupart qu'on vous a cités là, ils subissent le fait qu'il y ait une très grosse classe defensive end edge cette année, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, là, on rigolait sur les Michael Clemons. Je peux te dire qu'il y a eu des années où en edge c'était un peu pété. C'est le genre de mec que tu aurais pu très rapidement retrouver au tour 3 ou quoi. Hein. Ouais, pourtant, le mec, il a des vraies limitations, quoi. Donc, comme on vous le dit, c'est un truc à pas oublier, même si on rigole un petit peu sur les joueurs. Cette classe de defensive end et de edge, elle est deep. Donc, même quand là, on rigole un petit peu parce que les mecs sont tier 5 ou quoi, c'est des mecs qui peuvent mais potentiellement exploser et devenir titulaire. La classe est vraiment très deep. Tu regardes jusqu'au tier 5, moi ça me fait pas rire. Hein. Parce que Ali Fayad, Christopher Allen, ça me fait pas rire du tout. Ça. Si ça marche bien en NFL, ça va être très bon. Tier 6, t'arrives un peu plus dans le bas du tableau. Mais honnêtement, je te le dis, c'est même Clemons, on se fout de sa gueule ou quoi, je te dis, si le mec est pris par les Cowboys et qu'il réussit à le développer, le mec, dans 2-3 ans, ça peut être pas drôle du tout, tu vois. Donc, à voir. En tout cas, comme d'habitude, nous, on a essayé de vous décrypter au mieux les joueurs. Comme d'habitude, on check pas ce qui se dit au status, on check pas des vidéos, on s'en branle un peu de tout ça, on fait nos trucs à nous. Et c'est nos avis à nous. Et si vous entendez des trucs que nous, on dit dans nos épisodes autre part, c'est que sûrement les gens nous ont écoutés parce que c'est des trucs qu'il n'y a que nous qui le disons de la manière dont nous le disons. Donc, oui. Essayez de nous donner du crédit quand vous faites ça, les gars, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, quand même, un petit peu. Parce qu'on en a vu 2-3, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Nous, on vous kiffe, en tout cas, même ceux qui font ça, des bisous sur vous, parce que ça veut dire que vous nous écoutez, donc quelque part, vous aimez bien ce qu'on fait. Nous, on se retrouve très rapidement avec Val, très rapidement pour l'épisode des linebackers, en espérant que ça vous fasse plaisir, parce que ici, on aime les linebackers, j'aime bien. Et ensuite, Val et moi, on va aller se mettre des balles dans la tête pour faire les cornerbacks bien bressons et les safety bien bressons. Parce que déjà, il y en a beaucoup. Et en plus, god damn, c'est très dur à trouver. Ouais. Donc, on vous embrasse, on fait des bisous et on se retrouve rapidement sur The Trick Play. Ciao.